Troisième séquence consacrée aux écoulements atmosphériques. On prolonge ici l'étude précédente des anticyclones et dépressions et on va voir comment on peut passer d'une dépression à un cyclone tropical et on présentera un modèle thermodynamique d'un cyclone tropical vu comme un moteur de Carnot. On va considérer une structure tourbillonnaire avec un champ de vitesse stationnaire qui va être orienté dans la direction orthoradiale Eθ et qui va dépendre que du rayon R. Donc on a des lignes de courant circulaires comme on le voit sur la figure ici à gauche. Si on calcule le terme de convection, V scalaire gradient appliqué à V, on va trouver moins V carré sur R ER qui correspond à l'accélération radiale centripète usuelle qu'on connaît en mécanique du point matériel. En mettant ce terme-là qu'on ne néglige plus maintenant devant le terme de Coriolis, donc on n'est plus du tout dans l'hypothèse de faible nombre de Rossby. Donc en regroupant tous les termes de l'équation du mouvement en projection radiale, on obtient la somme de ces trois termes qui est égale à 0, donc V carré sur R, moins G, G désigne le gradient horizontal de pression, donc divisé par mu 0, et puis si F, V de R, on reconnaît la projection radiale de la force de Coriolis, divisé par la masse volumique, on a en fait ici une équation qui peut s'interpréter comme étant la somme de trois forces égale à 0. Pour ça, il suffit de se placer dans le référentiel tournant qui accompagne la rotation de la particule fluide associée en M, et on va obtenir trois forces. Mu V carré sur R, qui est la force d'inertie d'entraînement, moins G sur mu 0, qui est la force de pression. Alors, dans le cas d'une dépression, le gradient de pression est orienté vers les zones de forte pression, c'est-à-dire vers l'extérieur, et donc moins G, moins gradient P, divisé par mu 0, c'est-à-dire la force associée, les forces de pression, est orientée vers le centre, ici. Donc c'est une force massique. Le dernier terme, la force d'inertie de Coriolis, est orientée ici, donc vers l'extérieur. Si V de R est positif, effectivement, pour une dépression dans l'hémisphère nord, on doit avoir une rotation ici dans le sens trigonométrique, ce qui impose que V de R soit positif. Et ça, on l'utilisera ensuite. Voilà, donc on a la somme de ces trois forces qui est égale à 0. Alors on peut déjà voir ce qui peut se produire. Quand la dépression se creuse, c'est-à-dire quand la différence de pression entre le centre et l'extérieur devient importante, cette force de pression ici augmente, et on voit qu'on peut finalement arriver à maintenir l'équilibre de cette structure par une augmentation de la vitesse de rotation, puisque la somme de la force d'inertie d'entraînement et de Coriolis donne une résultante orientée vers l'extérieur, alors que la résultante des forces de pression est orientée vers l'intérieur. Alors la force d'inertie d'entraînement varie comme la vitesse au carré, la force de Coriolis comme la vitesse à la puissance 1. Donc à vitesse élevée, finalement, la force de Coriolis va devenir de moins en moins importante et on va avoir la force d'inertie d'entraînement qui va augmenter avec la rotation de la structure et qui va permettre de compenser une force de pression importante. Et on va voir que c'est ce qui se passe dans les cyclones tropicaux. Pour un anticyclone, les choses sont différentes puisque il y a plusieurs changements ici. Le gradient devient négatif, le gradient de pression, donc la force de pression est orientée vers l'extérieur. La force d'inertie d'entraînement est toujours orientée vers l'extérieur. Par contre, pour un anticyclone à l'hémisphère nord, qui doit tourner ici dans le sens horaire, la vitesse V va avoir ici une composante négative sur Eθ, et ça se traduit par une force d'inertie de Coriolis qui est orientée vers l'intérieur. Et donc, avec une force de pression orientée vers l'extérieur et une force d'inertie d'entraînement orientée vers l'intérieur, la structure anticyclonique ne peut être stable que si la force de Coriolis orientée vers l'intérieur est assez importante. Et ça va fonctionner aux faibles vitesses de rotation, c'est-à-dire en fait au nombre de Rossby très petit devant 1. Dès que la vitesse de rotation va devenir élevée, la force d'inertie d'entraînement et les forces de pression vont complètement disloquer cette structure-là. Donc on en déduit qualitativement qu'il existe une vitesse limite de rotation pour les anticyclones. Alors cette vitesse limite, on va pouvoir la calculer en résolvant l'équation du mouvement radial que j'ai écrite ici et qui apparaît finalement comme une équation du second degré en V.
Donc on va aller résoudre cette équation du second degré. Alors pour une dépression, on va choisir la racine qui va donner une solution V positive. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le signe plus ici. Donc là, cette solution est clairement positive. Et conformément à ce qu'on disait, pour une dépression, le gradient de pression G ici est positif et il existe une solution V qui peut s'adapter à n'importe quelle valeur du gradient de pression. Donc plus la dépression va être creusée, c'est-à-dire avec un gradient de pression important, et plus la vitesse de rotation va être grande. Donc pour une dépression, on conclut qu'il n'existe pas de limite supérieure pour la vitesse de rotation. Pour un anticyclone, cette fois, le gradient de pression G va être négatif. On doit choisir une solution qui correspond à V négatif, donc on choisira l'autre racine avec un signe moins ici. Mais G négatif, ça signifie que le discriminant de l'équation du second degré qu'on voit sous la racine ici doit être toujours positif. Et ceci se traduit par cette condition-là. Il faut que moins G, donc l'opposé du gradient de pression, soit compris entre 0 et puis mu0 R f carré sur 4. Autrement dit, un anticyclone va présenter une différence de pression maximale entre le centre et l'extérieur. Si jamais cette différence est trop grande, la structure se disloque. Et à une distance R du centre de l'anticyclone, on trouve que la vitesse est majorée par cette grandeur-là, 1,5 de FR. Alors je rappelle que F, le paramètre de Coriolis, s'écrit 2 oméga sinus lambda. Donc on trouve en fait R oméga sinus lambda comme vitesse maximale pour un anticyclone. Comme vitesse de rotation, disons à une distance R du centre de l'anticyclone. Voilà, donc on va maintenant s'intéresser aux cyclones, puisque les cyclones sont obtenus justement lorsqu'une dépression dégénère, en quelque sorte, lorsque le gradient de pression se creuse et qu'elle tourne de plus en plus vite. Voilà, donc il reste maintenant à voir quel est le mécanisme qui permet d'amplifier justement ce gradient de pression et de nourrir donc un cyclone. Alors, je vous propose d'examiner un exemple récent de cyclone, celui qu'on a pu observer en septembre 2018 et qui répondait au nom de Florence et qu'on voit ici en photographie. Alors, on devine ici et là la pointe de la Floride et là ce sont les côtes des États de Caroline. Et donc on voit que l'extension spatiale de ce cyclone-là est très importante, plusieurs centaines de kilomètres. On distingue au centre une zone sans nuages qu'on appelle l'œil du cyclone. Et on voit donc les masses d'air s'enrouler autour de ce centre-là. Alors je vous propose d'aller donc dans la région concernée et de remonter le temps. Voilà, on va se passer à cet endroit-là. Et on va aller se placer en septembre 2018. Et on va aller voir le 12 septembre 2018. Normalement, on devrait avoir le cyclone Florence au rendez-vous. Voilà. On le voit ici. On va aller zoomer. Donc là, ce qu'on voit, c'est les températures. On va aller voir la vitesse du vent. Donc 10 mètres au-dessus du sol, on voit qu'on est à des vitesses affichées. Puis on se place là. Qui sont indiquées sur la carte. Alors on va aller voir un petit peu au-dessus, mettons à 250 mètres au-dessus du sol. Donc là, les vitesses sont plus importantes. On va un petit peu zoomer sur le centre de la structure. Bon, on est dans les régions qui sont codées en marron. Ici, on est à 140 km/h, quelque chose comme ça. Mais on voit par contre qu'au centre, la vitesse est très réduite. Donc voilà, ça souffle fort, 140-160 km/h. Si on regarde la pression, voilà, donc on observe qu'on a bien une dépression avec 986 hectopascales au centre et on voit à la périphérie, on retrouve la pression usuelle moyenne, donc de 1015 hectopascales. Voilà, donc on a ces valeurs-là qui sont caractéristiques d'un cyclone. On va retenir ces valeurs, donc 166 km/h
Pour les vitesses maximales ici, bon, ça fait 46 mètres par seconde. Et puis, si on regarde bien le centre, on obtenait une pression minimale de 956 hectopascal. Bon, là j'ai écrit 966, c'est pas grave pour la suite. On va s'intéresser seulement à des ordres de grandeur. Donc on retient une vitesse maximale de 46 mètres par seconde et une pression minimale de l'ordre de 970, on va dire 960 plutôt, hectopascal. Alors pour la modélisation thermodynamique du cyclone, on va le décrire en suivant les idées de Kerry Emanuel sous la forme d'un moteur de Carnot qui va fonctionner entre deux sources. Une source chaude qui est l'océan à la température T0, donc 300 Kelvin, et une source froide qui correspond à la haute troposphère, mettons à 200 Kelvin, comme on avait vu dans la toute première séquence où on avait étudié l'atmosphère au repos. Voilà, donc le cyclone va puiser son énergie justement dans la source chaude de l'océan et rejeter une partie de cette énergie-là dans la haute troposphère. Donc on peut dire finalement que l'existence des cyclones est associée à l'effet de serre qu'on observe sur Terre, puisque cet effet il contribue à chauffer la surface de la Terre, qui a une température importante, et donc il y a un déséquilibre thermique entre la surface de la Terre qui est à température élevée et la haute troposphère qui est à température plus faible. De façon plus générale, si on regarde l'atmosphère qui est finalement soumise à ce qu'on pourrait considérer comme étant deux thermostats, elle reçoit de l'énergie de la part de la surface terrestre à la température T0, elle est de l'autre côté à la température T1 plus faible au contact des couches supérieures, les couches les plus lointaines, on va dire, de l'atmosphère. Et donc du coup, pour qu'on soit en régime stationnaire, il est nécessaire qu'il y ait de l'entropie qui soit créée à l'intérieur de l'atmosphère pour compenser justement l'entropie échangée à la base et au sommet de l'atmosphère. Et c'est justement le rôle des cyclones et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est par mélange, par dissipation ici pour les cyclones avec frottement sur l'océan, c'est de créer de l'entropie qui permet justement à l'atmosphère en moyenne d'être en régime stationnaire. Un autre effet du rayonnement, de l'effet de serre, c'est que si on s'intéresse à l'océan, on voit que l'océan reçoit du rayonnement de la part donc du rayonnement solaire qui traverse en partie l'atmosphère. Il reçoit aussi du rayonnement de la part de l'atmosphère et des nuages. Et donc pour maintenir aussi un état stationnaire, il est nécessaire que l'océan transfère directement de l'énergie vers l'atmosphère et ça se fait via le rôle de l'évaporation de l'eau, qui va jouer ici un rôle important pour la modélisation du cyclone. Alors, dans le cycle que propose Kerry Emanuel, on va considérer 4 phases, 4 étapes. On va partir du point A, où on va considérer un système formé d'une certaine masse d'air, qui va se charger jusqu'au point B de vapeur d'eau. Donc l'air sec, on va le supposer sec, de A à B va subir une détente ici isotherme, puisque sa pression va chuter à la température T0, et la masse d'eau qu'on va trouver, la masse de vapeur d'eau qu'on va trouver finalement en B, va subir au cours de cette étape-là une vaporisation, donc dans les conditions thermodynamiques qu'on évoquait ici. Ensuite, ce système de B à C va donc s'élever rapidement depuis le centre du cyclone vers la partie supérieure, dans une évolution qui va être adiabatique parce que rapide, et puis parce que l'air aussi est un faible conducteur thermique. Et lors de cette évolution adiabatique rapide, la masse d'eau qui s'était formée ici par évaporation va à nouveau se liquéfier, ce qui va donner ce qui donne les pluies diluviennes associées au cyclone. Et on admet que dans la modélisation qu'on retient ici, dans les étapes successives, l'état thermodynamique de cette masse d'eau ne va plus changer. Et donc à partir du point C, on va raisonner que sur... on va raisonner aussi sur l'eau, mais elle n'évolue pas. On va tenir compte des transformations subies par la masse d'air qu'on avait considérée ici au point A.
Donc de C à D, on va avoir un refroidissement isotherme au contact de la haute troposphère. Et ensuite, pour fermer le cycle, on va considérer que cette masse d'air redescend à l'altitude du niveau de la mer lors d'une évolution qui va être à nouveau adiabatique. Alors, afin d'évaluer finalement la puissance maximale ou les vitesses de rotation maximale qu'on peut obtenir dans un cyclone avec cette modélisation thermodynamique, on va faire l'hypothèse de transformation réversible. Ce qui correspond à un moteur de Carnot avec un rendement idéal qui va être donc donné par la relation usuelle 1 moins T1 sur T0. Alors on va s'intéresser à la première. Et au cours de cette première étape, donc, je propose de mettre en équation les informations qui sont données par un article que Kerry Emanuel a publié dans Physics Today, où il explique qualitativement finalement quelles sont les transformations thermodynamiques qui interviennent dans un cyclone. Alors on va écrire un bilan énergétique pour le système qu'on a considéré. Donc on commence par écrire la variation d'enthalpie de l'air, mais on a dit que la masse d'air subissait une évolution isotherme du point A au point B, on l'assimile à un gaz parfait, sa variation d'enthalpie est nulle. On a ensuite la variation d'enthalpie de la masse d'eau qui se vaporise dans les conditions de température et de pression considérées, donc delta M fois l'enthalpie massique de vaporisation dans ces conditions-là. Et on a aussi à écrire une variation d'énergie cinétique. On écrit en fait ici le premier principe pour un écoulement permanent. Et donc la variation d'énergie cinétique, on va avoir l'énergie cinétique au point B, où on voit apparaître la vitesse maximale, moins l'énergie cinétique au point A, mais on va considérer qu'au point A, la vitesse d'écoulement est très faible, et que l'énergie cinétique est donc négligeable par rapport à celle qu'on obtient à l'arrivée. Donc voilà la variation d'énergie du système. De l'autre côté, on a le travail utile W'1. Alors ce travail utile, c'est le travail que finalement qui correspond à l'énergie que le cyclone doit fournir pour arriver à se déplacer et à lutter contre le frottement sur l'océan. Et Q1, c'est le transfert thermique reçu de la part de l'océan. Alors on écrit maintenant un bilan anthropique pour avoir toutes les informations qu'on souhaite. Alors d'abord, la variation d'entropie de la masse M d'air. Donc dans la variation d'entropie, j'utilise la formule de la variation d'entropie du gaz parfait. Le terme qui fait intervenir les températures s'annule puisque la température initiale et la température finale sont la même. Je trouve donc ici seulement la contribution du changement de pression sous la forme moins M, donc M est la masse d'air considérée, grand R, la constante des gaz parfaits, sur grand M, la masse molaire de l'air, fois le logarithme népérien du rapport des pressions, donc pression minimale au point B, pression moyenne atmosphérique P0 au point A. Là, j'écris la variation d'entropie de la masse d'eau qui subit une vaporisation à la température T0. Et j'écris l'entropie échangée avec l'océan, qui joue le rôle d'un thermostat à température T0. Et comme j'ai fait l'hypothèse d'un fonctionnement idéal, l'entropie créée est nulle ici. Donc là, j'ai ces deux équations. Je vais pouvoir éliminer Q1 entre ces deux équations et extraire le travail mécanique utile, W'1, que le cyclone doit développer pour arriver à lutter contre la friction sur la surface de l'océan. Et voilà le travail, si on peut dire. Ici, on obtient W'1 et qui fait intervenir donc deux termes. Donc celui qui correspond à l'énergie cinétique et l'autre donc à la variation de pression. On peut maintenant écrire un bilan thermodynamique global pour tout le cycle. Alors pour le travail utile, on va finalement avoir que le travail utile pendant la première étape. Pendant la deuxième étape, donc c'est l'étape d'ascension, donc c'était du point B au point C, où les masses d'eau humide arrivées au centre du cyclone remontent violemment vers le sommet du cyclone et sont ensuite dirigées vers l'extérieur. Ce qui montre d'ailleurs que quand on observe un cyclone par photo satellitaire vue de haut, le sens de rotation qu'on voit est en fait le sens sur la surface supérieure du cyclone, donc quand les masses d'eau vont vers l'extérieur, alors que c'est le sens de rotation inverse à sa base. Bon, dans la troisième étape qu'on a considérée lors de l'évolution isotherme au contact de la haute troposphère, on pourrait calculer un travail utile W'3 qui apparaît en fait quand on écrit le premier principe de la thermodynamique sous la forme d'une variation d'énergie cinétique entre les points D et C, mais les vitesses là, comme on est à l'extérieur du cyclone, elles sont très faibles par rapport à la vitesse maximale au centre, donc on va négliger ce travail W'3. Donc finalement, dans le travail utile, on n'a que W'1.
Pour les transferts thermiques, on a les transferts thermiques lors des deux phases isothermes, donc Q1 lors de la première étape au contact de la source chaude, l'océan, et Q3 le transfert thermique avec la source froide, la haute troposphère. Pour lier ces deux transferts thermiques, on écrit ici un bilan anthropique et on a la somme des entropies échangées qui est égale à 0 dans notre modélisation idéale. Donc on va utiliser maintenant l'expression du rendement du moteur de Carnot. Cette expression est donnée par donc cette formule-là, le rendement état, bon j'ai noté état C ici, c'est, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, 1 moins T1 sur T0. Et ça donne une relation entre W'1 et Q1, or on a exprimé tout à l'heure W'1 et Q1, et on va en extraire la vitesse maximale au point B. Donc on obtient la relation suivante qui donne la vitesse maximale des vents au carré dans ce cyclone. On voit qu'elle est déterminée par donc, deux termes essentiellement. Un premier terme qui fait intervenir le rapport des pressions. Voilà, donc ça rejoint ce qu'on avait raconté tout à l'heure. Hein. Plus la différence des pressions entre le centre et l'extérieur va être importante, et plus ça va contribuer à donner des vents de vitesse élevée. Et on voit ici un terme qui correspond à finalement ce avec quoi le cyclone est nourri, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau océanique. Et ce qui compte ici, on voit aussi, c'est la masse d'eau qui va être embarquée par unité de masse d'air. Si l'on en croit Curie-Emmanuel, ce rapport delta M sur M, il est voisin du millième. On va pouvoir donc calculer un ordre de grandeur de cette vitesse maximale pour le cyclone Florence. Et donc avec un rapport delta M sur M du l'ordre du millième, en prenant une température de la haute troposphère à 200 Kelvin, on obtient comme valeur supérieure de la vitesse, donc au centre du cyclone, 60 mètres par seconde. Donc ça va correspondre à 210-220 km par heure. C'est bien sûr supérieur aux 140 ou 160 km par heure qui avaient été observé tout à l'heure sur la carte météo. Bon, c'est normal, on a fait ici une modélisation idéale. Mais en tout cas, ça donne une bonne idée du fonctionnement d'un cyclone qui résulte d'une conséquence directe de l'effet de serre. L'océan surchauffé permet, via l'évaporation d'eau, de nourrir justement ce type de structure-là. Et on a finalement ces structures qui sont décrites comme moteurs thermiques qui fonctionnent entre une source chaude, l'océan, et une source froide, donc la haute troposphère. Et le travail qui est développé par ce moteur permet justement de lutter contre la friction océanique et d'obtenir cet écoulement avec des vitesses faramineuses qu'on observe ici. Voilà, pour une modélisation simple de la thermodynamique du cyclone. Alors ici, je me suis contenté d'aller directement à l'expression de la vitesse maximale. C'est pas inutile d'étudier les autres étapes, d'écrire un bilan anthropique et énergétique pour les autres étapes. En fin de compte, on peut aussi, à partir de ce modèle-là, connaissant la puissance mécanique développée par un cyclone, donc Curie-Emmanuel évalue à disons une valeur usuelle qui est donc voisine de 10 puissance 13 watts, on peut arriver à trouver quel est le débit d'air qui est entraîné par le débit de masse d'air qui est entraîné par le cyclone. Donc on pourrait évaluer ça à quelque chose qui est voisin de 10 puissance 9 kg par seconde. Ça veut dire que en gros la quantité d'eau prélevée par le cyclone dans l'océan par seconde est voisine de quelques tonnes d'eau par seconde, ce qui est absolument considérable. Et ce qui donne bien sûr après, quand toute cette vapeur d'eau se retrouve sous forme de précipitation, à des pluies très très intenses. Voilà, donc je m'arrête là pour cette troisième séquence sur les écoulements atmosphériques consacrée au cyclone. Et la dernière séquence sera consacrée à la prise en compte de la viscosité pour voir justement l'écart qu'on peut observer avec le vent géostrophique quand on se place au voisinage du sol.